Merci. Je ne vois pas Nicolas. On ne va pas pouvoir commencer. Il est où, Nicolas? Si, t'es là. Bonne fête, Nicolas. Et merci pour les merveilleux plans que tu fais et que tous les collègues pépiniéristes font là, parce que c'est vraiment précieux. Vraiment tellement précieux de pouvoir avoir aussi facilement accès à des raretés extraordinaires. Et que tout ça, en fait, on peut le diffuser chez nous, entre nous. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je dis ça parce que je lui ai pris plusieurs apps, dont deux. Ces deux, ça fait peut-être 15 ans que j'ai cherché. Et pourtant, je passe dans beaucoup de pépinières. Et il les avait. C'était trop chouette. Bon, mais voilà, ça c'était juste en aparté, les petites politesses. Merci à tous d'être là. Et donc j'avais quelque chose de très important à vous dire. C'est quoi? C'est que la vie est belle. Voilà. Oui, on peut applaudir la vie, bien évidemment. Oui. Et donc, je remercie aussi Frédéric qui est là, qui filme tout ça. Et puis, donc il y a plein de gens, quand sur YouTube, ils vont voir La vie est belle. Ah, encore Coves qui nous bassine ses conneries. Hein. Pour moi, tout va mal et on va voir autre chose. Alors, je dis ça exprès pour eux parce que vous allez entendre des choses assez extraordinaires, assez fabuleuses. Et je voulais commencer à vous parler d'un homme. Alors toi, Nicolas, c'est un nom qui est sympa et tout ça. Lui, son prénom, c'est Attila. Je ne sais pas ce que se passait dans la tête de ses parents pour appeler leur gamin Attila. Attila Capitani. C'est un Australien. Alors peut-être qu'en Australie, ils ne savaient pas le pédigré d'Attila. Et ce gars, en fait, il est tombé amoureux, mais vraiment amoureux. Comme ça arrive peu de fois dans sa vie, il est tombé amoureux d'un cactus. Tout est possible sur notre terre, tout est possible, même ça. Et ce cactus, c'est une petite famille de cactus dont on connaît 17 espèces simplement, aux confins du Pérou et de la Bolivie, peut-être quelquefois aussi un petit peu plus au sud du Pérou, dans l'altiplano, ces endroits très arides, où il ne pleut qu'une fois tous les 7 ans. On va dire une pluie significative. Tous les 7 ans, tous les 8 ans, tous les 3 ans, tous les 12 ans, ça devient un peu n'importe quoi en ce moment, vous l'avez compris. Chaque fois qu'il y a, on ne sait jamais si c'est El Niño, El Niña, mais une espèce de truc comme ça où le climat s'inverse et où les déserts, d'un côté de l'océan Pacifique, il pleut beaucoup, et de l'autre côté de l'océan Pacifique, il fait super sec et tout brûle. Vous voyez, et puis après, ça s'inverse. Et donc chez eux, il pleut. Mais peut-on vivre avec juste une pluie tous les 7 ans? Et cet amoureux des Copiapó, parce que c'est sur la ville de Copiapó, petite ville minuscule autour dont la grande aridité pousse les quelques représentants de ces cactus, qu'on appelle mélodieusement des Copiapois. Copiapois. Pois. C'est des cactus qui ont pas de forme, informes, ils sont tout petits, poussent en boule, ils sont hérissés de piquants, ils sont gris, ligneux, on dirait presque, dans ce sec-là, on dirait presque que des écorces. Quand on les cultive en Europe, pour les quelques rares personnes qui arrivent à les cultiver, alors là, ils se gonflent, ça fait des gros cactus bien verts et bien joufflus, mais ils ont tellement peu l'habitude de vivre dans l'eau que toutes leurs racines meurent et souvent ils pourrissent. Ils pourrissent d'une horrible maladie que l'on appelle le Phytophthora. Des cactus, Phytophthora cactorum. Et les petits Copiapois, dans le désert, sont comme animés de pulsations. Entre le jour et la nuit.
des pulsations, où il se gonfle et se dégonfle. Mais il se gonfle et se dégonfle de quoi? Dans un endroit où l'air est tellement sec qu'il n'y a pas d'eau du tout, ni dans l'humidité, ni dans l'eau, pas de condensation, pas d'eau dans le sol. Et pourtant, un cœur qui bat. Et lui est tombé amoureux de ces cactus, je crois, parce qu'il a vu leur cœur battre. D'où vient ce prodige? Tout de suite, la lune, le marais, l'eau du cactus, qui, dans le bas de la racine, remonte par le haut, attiré par la gravité de la lune, de la même façon que les grandes masses d'eau. Mais non, ça ne rythme pas au rythme de la lune. Le soleil. Oui, mais le soleil, grossit pas, on peut se dessécher, mais grossir. Non, ça ne marche pas. Et en fait, c'est au rythme des températures que la nuit, il fait froid, même très froid, et le jour, il fait chaud, même très chaud, un peu en altitude, tout là-haut. Vous les voyez, ces déserts très arides, au creux du caillou, vous voyez le petit copiapois. Le petit copiapois, il fait de la photosynthèse, mais il fait tellement chaud que dans la journée, il n'arrive pas à la faire complètement. Donc, il fait quelques-unes des réactions chimiques qui permettent de transformer l'air, donc le gaz carbonique et l'eau qu'il y a aussi dans l'air, même si on n'a pas beaucoup là-bas, et de retransformer ça en sucre. Transformer la lumière du soleil en sucre, mais il fait tellement chaud que ça complexifie les choses, et donc il garde toute une partie de la réaction pour qu'elle ait lieu la nuit. Et la nuit, il fait froid. Et en plus, cette phase-là va rafraîchir encore plus le cactus. Parce que vous savez, la photosynthèse, nous, on est des mammifères, on est des animaux. Donc, notre métabolisme, il nous fait suer. Hein. On brûle du sucre, qui se transforme en gaz carbonique et en vapeur d'eau, et ça fait de la chaleur. Mais les plantes, nos amis, les plantes font exactement l'inverse. Elles prennent des gaz dans l'atmosphère, les rayons du soleil, elles en font des sucres. Et bien ça fait du froid. Et notre petit copiapois qui, en pleine nuit, a déjà bien froid, se retrouve encore plus froid, mais tellement froid que le peu d'humidité qu'il y a dans l'air arrive à se condenser, mais pas n'importe où. Juste aux endroits où il fait cette deuxième partie de sa photosynthèse, juste à la base de tout petits poils qu'il y a autour des grandes épines du cactus, dans cette petite partie qui s'appelle l'aréole. Et là-dedans, il fait tellement froid que, comme chez nous, la nuit, sur les carreaux de la chambre, il y a la condensation qui vient de se déposer. Et là, il y a une toute petite gouttelette d'eau qui vient se déposer. Et qui est comme aspirée par le copiapois et se retrouve stockée dans son corps. Et la journée, ces petites gouttelettes d'eau qui se sont condensées vont se réévaporer et créer ce petit mouvement de pulsation des cactus. Cette petite pulsation minuscule, immensément ténue, qui fait que ces cactus arrivent à se passer complètement de pluie pendant toute leur vie. Mais alors, ils poussent à des vitesses extraordinaires. J'en ai semé un dans un petit pot. À la maison, un des premiers cactus que j'ai semé, il doit avoir 40 ans bientôt. Il est dans une taille intermédiaire entre la noisette et la noix. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, je vous conseille de semer des copiapois.
Vous pourrez en avoir beaucoup, 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 et c'est pas très envahissant. La seule chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'humidité, la pluie. Enfin, un peu d'humidité, ça va, mais c'est la pluie. Donc tout l'été, il faut quand même les mettre à l'abri d'une avancée d'un toit ou quelque chose comme ça. Et de tout l'hiver, surtout ne jamais les arroser, au risque de voir leurs racines pourrir et la maladie s'infiltrer et détruire toute la plante. Ah, Attila Capitani, l'amoureux des Copiapoa, un jour me fit découvrir qu'il était possible de capter de l'eau alors même qu'il n'y a pas d'eau. Et dans le monde merveilleux des cactus, eh ben, qu'est-ce qu'on a aussi vu? Ces grands cactus colonnaires, toujours dans ces mêmes contrées, qui sont recouverts de plein d'épines, mais tellement plus épineux que ça fait comme une espèce de voile blanc, enfin de filaments blancs qui entourent, comme des barbes blanches qui vont recouvrir tous ces cactus. Et dans leurs barbes blanches, eh bien, d'autres cactus arrivent à capter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'eau, tant et plus, qu'eux vont faire des cierges qui vont grandir, 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 mesurer quelquefois 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres de hauteur pour les plus grands. Et tout ça sans être arrosé, uniquement par leurs petits pois. Les humains qui ont vu ça ont commencé à se dire, pour avoir de l'eau potable dans ces contrées isolées, on va y mettre de grands filets pour capter l'eau la nuit des nuages, capter cette eau et la récupérer dans quelques petits gobelets. Pour un grand filet, grand comme ce mur, on pourrait bien récolter en une nuit 1 ou 2 verres d'eau. Vous voyez la quantité de filets qu'il faut pour qu'une famille puisse se nourrir. Ne pensons même pas arroser des jardins avec cette eau-là, tant elle est rare, tant elle est précieuse. Mais voilà, on peut quand même le faire et certains l'ont fait. Et en descendant un petit peu plus au sud, en Bolivie, du Pérou, la Bolivie, en rejoignant la Bolivie justement, dans ces hauts cols et qu'on redescend vers les immenses salars. Vous savez, ces étendues salées dans lesquelles les humains ont trouvé une merveille de lithium qui fait que ces écosystèmes arides et écosystèmes, il n'y a pas de plantes là-bas, c'est trop aride. Et donc les gens sont venus exploiter ce lithium. On en a tant besoin pour nos automobiles. Au milieu des grands salars, il y a comme des petites îles, un petit peu moins salées qu'ailleurs. Et sur ces petites îles, il y a des cactus, là aussi. Et il y a un autre arbre, appelé le prosopis. Ça y est, j'ai retrouvé son nom. Le prosopis, vous le connaissez tous très bien. Mais non. Qui connaît ce génie? Qui connaît cette fabuleuse invention? Le prosopis est un peu épineux, un peu rugueux, de façon à ce que les animaux ne viennent pas trop se frotter contre, mais n'a pas de grandes épines comme les cactus. Je crois même qu'il est de la famille des mangues, des anacardiacées. Il faudra le vérifier, je n'en suis pas très sûr. C'est presque un arbre fruitier, donc, qui pousse à un endroit où il ne pleut qu'une fois tous les 7 ans, tous les 3 ans, tous les 12 ans, quand El Niño et El Niña se sont mis à peu près d'accord et qu'une pluie peut tomber sur ce secteur du continent. Prosopis n'a pas d'épines. Et pourtant, dans l'épaisseur de ses feuilles, il y a des cavités. Et dans ces cavités se trouvent des cristaux, des tout petits cristaux, qui pourraient être brevetés par les entreprises qui vous vendent des cristaux qu'on met dans les salles humides pour capter l'humidité. Vous voyez ? Ben, c'est des cristaux comme ça, très pointus, très épineux, mais à l'intérieur de la feuille. Et ces cristaux, on leur a donné un nom fort peu délicat. On les appelle des idioblastes. Que c'est bête. C'est peut-être Attila qui les a nommés comme ça, je ne sais pas, pour dire idiot, mais dans les autres langues, ça ne veut peut-être pas dire la même chose. Les idioblastes. Les idioblastes, donc, ont cette capacité de capter l'eau
l'eau de la transpiration, mais comme les feuilles ont des stomates, donc des petites ouvertures qui les font communiquer avec l'extérieur, ben ces idioblastes peuvent se charger d'eau. Mais une plante dont le parenchyme, donc dont l'intérieur de la feuille se retrouvait chargé, donc surchargé d'eau, finirait par se noyer si nos prosopices n'avaient pas la capacité d'absorber cette eau. Et donc il va construire ses idioblastes juste sur les faisceaux du bois, mais pas de n'importe quel bois, ceux de la sève élaborée. Cette sève qui part des feuilles où se fait la photosynthèse et qui se rediffuse dans toute la plante, dans tout l'arbre, jusqu'aux racines. Mais là, pareil, une fois que toute la plante est rechargée d'eau, de cette condensation qui est captée pendant toutes les nuits, comme le font les copiapoas, comme le font les autres cactus, comme le font ces autres plantes, cette eau pourrait diluer la sève au point que, imaginez comme nous, si au lieu d'avoir du sang, on avait du sang dilué, on vivrait nettement moins bien. Et donc dans un territoire où tout est rare, où tout est précieux, le fait de diluer le peu de nutriments, le peu de substances qu'une plante a réussi à capter dans l'environnement où elle vit serait complètement létal pour elle. Et donc, où sortir cette eau ? Et c'est là qu'un champignon prodigieux, pénètre dans les racines du prosopis et va retirer l'eau qui se trouve dans les faisceaux de sève pour la remettre dans le sol. C'est une bonne idée de stocker l'eau dans du sol. Il semblerait que ce soit une des grandes fonctions du sol. Et arrive le jour suivant, quand la nuit est passée, que toute l'eau s'est condensée, que tout est retourné dans le sol, le prosopis peut pousser. Et puis, tant qu'il n'a plus d'eau, il arrête sa photosynthèse, et puis il attend la nuit. Il recapte un petit peu d'eau, il la remet dans le sol. Enfin, le champignon la remet dans le sol, et le cycle se poursuit. Bon, sauf que les sols sont salés, et que c'est un petit peu compliqué de démarrer le système sur un sol très salé. Mais aujourd'hui, les prosopices ont été plantés par des personnes bien intentionnées, de se dire qu'on peut peut-être planter des arbres dans le désert, et même dans des déserts où on n'a pas la moindre goutte d'eau. Et eux se sont rendus compte qu'à côté d'une autre plante que vous connaissez dans les jardins, Atriplex, ça ne vous dit rien ? Ces plantes de la famille des Chenopodiacées, dont la feuille est un petit peu salée. Oui, c'est comme les épinards, c'est comme aussi comme certaines betteraves. Toutes ces plantes qui sont nées au bord de la mer chez nous, qui ont l'habitude du sel. Et l'Atriplex, lui, il sait vivre dans des milieux salés. Chez nous, on en a tout autour de la Méditerranée. Et là-bas, il y en a dans les endroits un petit peu salés, mais comme une plante arrive à vivre dans le sel, mais dans les endroits déjà salés, donc vous voyez, sur les petites îles où poussent les prosopices, juste en dessous, il y a du sel, et à la limite entre les deux, il y a des endroits où la matière organique commence à s'accumuler. Et là-dedans, l'Atriplex va être le petit nid dans lequel les prosopices vont pouvoir germer. Et en germant, que va-t-il se passer ? L'eau va se dessaler, parce qu'eux vont stocker de plus en plus d'eau dans le sol au fur et à mesure que ce sol se réhydrate. Et donc, l'Atriplex va être comme condamné à vivre dans la partie un peu plus salée, en bordure des prosopices, dans lesquels le prosopis pourra remettre quelques graines et à son tour repousser. Et l'Atriplex ira encore un petit peu plus loin, mais là, ce n'est plus un arbre seul, ce sera tout un bosquet que l'on aura, qui sera capable de capter de plus en plus d'eau. Et au milieu de ce bosquet, les prosopices, ces arbres deviendront grands, mais très grands, 15 mètres, 20 mètres pour les plus grands, entourés de tout un bosquet d'arbres
tous de même nature, et les atriplex repoussés à la bordure, redéployant le sol, redéployant la vie. Et un arbre qui met de l'eau, qui met de l'eau, qui met de l'eau à un tel point que les oiseaux, venant de quelquefois fort loin, viennent se reposer dans ces petites oasis de verdure et de fraîcheur. Les atriplex donnent des petits fruits, mais les prosopices également, qui attirent les oiseaux, qui viennent les manger et qui viennent les disséminer encore un petit peu plus loin. Mais les oiseaux, en arrivant, apportent d'autres graines, apportent d'autres festins, qui, à leur tour, quelquefois, peuvent germer dans ce lieu qui était d'une grande aridité et qui devient de plus en plus vert, de plus en plus joyeux. La toute première plantation de prosopice qui a été réalisée avec des atriplex presque à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, très très haut en altitude, s'est déployée depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui sur près de 14 000 hectares. Ce lieu qui était un désert d'une immense aridité est aujourd'hui une forêt visitée par les oiseaux que depuis les années 70 c'est fait. Ça ne fait pas tant d'années que ça, et vient même d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Le mot est mal choisi. Patrimoine mondial de la planète Terre, mais quand même en lien avec les quelques humains qui ont su prendre grand soin de ce lieu et d'arriver encore à le défendre par cette protection contre la folie des gens qui veulent en sortir du sous-sol, quelques traces de terres rares, de palladium, je crois, et bien sûr de ce qu'on met dans nos matrices, là, le lithium. La vie de ces forêts tient au fait que des gens en sont devenus les gardiens et en prennent grand soin. Et plus un lieu est désert, plus c'est compliqué d'avoir des gardiens de la terre. Et gardiennes de la terre, d'ailleurs. C'est souvent les femmes qui font plus attention à ça que les hommes. Les hommes vont à la guerre, les femmes veillent. Ce sont des mères veilleuses. J'ai dans ma voiture un petit gris-gris qu'une d'elles m'a offert, que je garde précieusement avec moi, de toutes ces merveilleuses qui veillent sur la nature, qui veillent sur notre futur, qui veillent sur la vie et qui témoignent par leur action que même aux portes du désert, lorsque tout peut s'effondrer, et chez eux, lorsque tout s'est même déjà effondré, il y a encore des moyens, des possibilités de réinverser les choses pour que des gens puissent bien vivre en lien avec leur nature, avec leur territoire, avec leur paysage. Et ça, c'est merveilleux. Et dans un monde où tout s'aridifie, y a-t-il chez nous des plantes poilues comme les cactus, capables de capter l'eau, ou des plantes pleines d'idioblastes, comme les prosopices, capables de capter l'eau? Idioblaste, vous m'avez dit? J'ai consulté mes manuels autour des idioblastes et je les ai trouvés. La première plante que l'on m'a indiquée dans mon petit fascicule, c'était dans l'oseille. L'oseille acide. Ces idioblastes sont en fait faits d'acide oxalique. Ah, dans l'oseille. Et moi, on m'avait dit que l'acide oxalique, c'est un truc qu'ont inventé les plantes chez nous pour pas trop se faire brouter par les vaches, parce que comme ça, elles s'usent les dents et puis elles les mangent pas. Hein? Enfin, quand on a faim, dents usées ou non, pour moi, c'est une mauvaise explication. Mais bon, c'est rationnel, ça rassure. Donc, s'il y a des idioblastes dans les feuilles d'oseille, c'est pour que les vaches ne les mangent pas. Au passage, ça ne nous empêche pas de manger des omelettes à l'oseille au printemps. Hein.
Et si les idioblastes des oseilles étaient capables de capter l'eau? Et là, soudainement, je me suis rappelé de ces champs d'esparadelle. Les sparadelles, c'est comme ça que les agriculteurs appellent l'oseille sur le cos où je vis. Et que quand on a de la grande oseille dans les céréales, c'est plutôt mauvais signe parce que ça fait plein de graines, ça se diffuse partout, et dans les terres arides et sèches, il y en a abondamment. Et que quand les blés sont récoltés, que toute la nature s'est effondrée parce que la saison est devenue sèche, l'oseille est toujours verte. Alors oui, elle a un grand pivot qui lui permet d'atteindre... Mais d'atteindre quoi sur le cos? Sur le cos, la nappe, elle est à 70 mètres de profondeur. Non, le sparadelle ne descend pas si bas. Certes, elle met des réserves. Elle met beaucoup de réserves dans ses racines. Quand on vit dans un milieu aride, il est important de constituer quelques réserves pour mieux passer le temps, pour mieux se préparer à des temps incertains, des temps difficiles, des temps compliqués. Mais l'oseille reste verte très longtemps, et même quelques étés, elle ne sèche même pas. Et on la voit se développer en juillet, en août, et en septembre, dès qu'il y a les premières pluies. Et bien alors là, on voit un champ d'esparadelle remplacer le champ de blé, et là, pour l'agriculteur, tout est foutu. Mais si elle reste verte, à votre avis, c'est pourquoi? J'aimerais beaucoup que des scientifiques s'attellent à la question et le mesurent pour de bon. Les seules choses que j'ai pu faire, c'est de prendre une petite caméra thermique, des caméras thermiques qui vont... On avait voulu investir là-dedans au moment où on réfléchissait aux isolations des maisons. Et moi, ma petite caméra thermique, au début, avant la caméra thermique, j'avais juste un petit pistolet, vous savez, avec un petit rayon laser qui mesure la température. Et puis, il y a comme deux petits points, et puis on se rapproche du mur, et puis les deux petits points, ça fait qu'un seul point. Et quand il n'y a qu'un seul point, ça veut dire que c'est la mesure qu'il faut prendre. Et là, il mesure la température, et il mesure aussi l'humidité à l'endroit du petit point. Et puis, il fait bip, 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 parce que s'il y a de l'humidité dans la maison, ça veut dire qu'il y a de la condensation et que les murs sont pourris. Donc, bip, 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 système d'alarme, pour dire qu'il y a de la condensation, donc il faut revoir la ventilation et tout ça. Ici, il y a plein de gens spécialisés dans les constructions bio, je ne sais pas trop quoi, enfin, qui marchent bien en ayant des trucs compostables qui pourtant vivent bien dans des maisons. Voilà. Et donc, vous avez mon petit pistolet comme ça, et qui faisait bip, 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 sur mes esparadelles. Bip, 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 bip. Après, quand les enfants ont trouvé le jeu, la pile était foutue. Quoi. Là, bip, 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 bip. Ah, là, c'est froid. Bip, bip, ah, là, ça condensait. Bip, 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 partout. Ça condensait partout. Sur les esparadelles, mais sur les feuilles de lierre. Et sur les feuilles de lierre, alors là, bip, 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 bip. Encore plus. Et en cherchant dans mes tablettes, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur des feuilles de lierre, accrochées sur les faisceaux du bois, mais pas de n'importe quel bois, ce bois qui transporte la sève élaborée de la feuille jusqu'au sol. Il y a des idioblastes. Ils sont plus petits, ils sont plus rigolos. Ils ont souvent que 5 branches, comme leurs feuilles, étranges et beaux à la fois. Et ils sont là, tout frétillants, se captant, se couvrant d'humidité, et cette eau est absorbée. Mais alors ça veut dire quoi? Parce qu'il fait ça presque toute la nuit, le lierre. Ça veut dire que sur ses racines, il y a le champignon qui est capable de sortir l'eau de sa sève pour le remettre dans le sol. Eh bien, imaginez-vous que ce champignon, je l'ai trouvé. Le champignon du lierre. Un champignon assez invisible. Il ne fait pas de chapeau. Il ne fait rien que l'on voit à l'extérieur. Son feutrage même est tellement fin qu'on ne le voit même pas. On ne voit même pas de mycélium dans le sol tellement qu'il est fin. Pour l'observer, c'est assez facile. Il suffit de prendre une petite racine de lierre, de la mettre dans un endroit un peu sec,
Et là, le champignon va commencer à pousser un petit peu en dehors de la racine de lierre et faire des petites spores. Entre le moment où on coupe la racine et le moment où il fait les spores, il y a 3 heures suffisent. Et là, vous voyez ces petites spores. Et dans mes études, vous m'avez appris à identifier les spores des champignons en fonction de la forme et de la taille de leurs enveloppes. Celui-ci en avait 4. C'était donc un glomus. Et l'écorce extérieure, beaucoup plus épaisse que les 3 inférieures. C'était donc Glomus macrosporum. Glomus macrosporum, c'est un champignon que j'aime beaucoup parce que ces spores se forment très rapidement, vous voyez, en quelques heures, et sont capables de s'enquister d'une façon prodigieuse au point que si ce champignon qui fait ses spores était mangé par un ver de terre qui serait là, le ver de terre à son tour mangé par un merle qui viendrait le boulotter, et bien malgré les 2 digestions qui se suivent, la spore reste intacte. Et lorsque mon oiseau va voler de branche en branche et se vider d'un petit peu de ses excréments, les spores sont intactes et sont disséminées. C'est comme ça que ce champignon voyage dans l'espace, par les oiseaux qui mangent les vers de terre. Il faut donc qu'il y ait des vers de terre, il faut donc qu'il y ait des oiseaux, il faut donc qu'il y ait des lierres, il faut donc qu'il y ait ce glomus, il faut donc qu'il y ait un petit peu tout ça pour que l'eau de l'air, de l'atmosphère, puisse pénétrer dans le lierre et rejoindre le sol. Oui, bien sûr, mais avec ça, on n'arrose pas un jardin. Oui, bien sûr, avec ça, on n'arrose pas un jardin. Mais en 2019, vous vous rappelez de l'année 2019, cette année où on a subi 2 énormes canicules. Une première qui a fatigué la végétation, où tout était compliqué, où tout était difficile. Après, une zone plus clémente, peu de pluie, mais quand même plus de fraîcheur. Et au mois de septembre, une canicule doublée d'une sécheresse qui a fait que sur mon causse, toutes les feuilles des chênes sont tombées. Sauf les feuilles des gros chênes avec de gros lierres. Ces lierres dont on dit ou dont certains disent qu'ils sont des maladies des arbres et qu'il convient de les couper pour qu'ils ne les parasitent point trop. Eh bien, ces chênes-là n'ont pas perdu leurs feuilles. Ah, comme la vie est belle, comme elle est parfaite, comme elle est merveilleuse. Ils n'ont pas perdu leurs feuilles. J'aimerais aussi que des scientifiques s'attaquent à cette question et qu'ils nous mesurent, qu'ils nous expliquent, qu'ils rationalisent un petit peu les choses comme ils aiment tant le faire. Pas que pour justifier qu'il faut garder les lierres, mais juste pour identifier qu'il y a une qualité d'eau qu'on a complètement oubliée dans nos bilans hydriques, dans notre climatologie. C'est juste cette eau que vous ne voyez pas et pourtant qu'on expire. Vous savez qu'il y a de la vapeur d'eau là-dedans, quand il fait très froid, ça fait bien de la buée. Et vous ne sentez pas la moiteur qu'il y a dans cette salle, là, déjà, avec vous tous ici? Un petit lierre, là, un peu de photosynthèse pour qu'il refroidisse. C'est même mieux s'il peut être un peu à l'ombre. Ça tombe bien, le lierre est à l'ombre des arbres, pour qu'il refroidisse encore un petit peu plus bas et que ce fameux point de rosée, ce moment auquel l'eau peut se condenser sur quelque chose, pour que ce point de rosée puisse être atteint. Mais ce champignon
ce glomus à grosse spore, à macrosporum. Ce champignon, je le connais bien, parce que je l'ai étudié. La première plante sur laquelle je pouvais plus le trouver, c'était sur les framboisiers. Ah, des framboisiers. Ah, les ronces, oui, les framboisiers. Ah, ben, au bord de la forêt, il y a plein de ronces, il y a plein de framboisiers. Oh, mais ça c'est intéressant. Les ronces, les framboisiers plus en altitude, sont connectés sur les mêmes champignons que celui qui est sur le lierre, celui qui capte l'eau. Et une forêt, vous savez, une forêt toujours prospère, toujours veut se développer. Et la forêt, avec ses arbres gigantesques, avec la diversité de tout ce qu'il devrait y avoir normalement dans une forêt, j'ai bien dit forêt, je n'ai pas dit culture d'arbres, je ne sais trop comment, avec une seule espèce. Non, de vraies forêts avec des arbres, des petits, des grands, de plein d'espèces différentes, et avec des lierres sur tous les très grands arbres. Cette forêt qui capte l'eau, il fait toujours bon, il fait toujours frais dans une forêt. En plus, dans la forêt. Pourquoi est-ce qu'il fait bon dans une forêt? Parce que les arbres transpirent. Ah, mais nous, quand on transpire, ça fait de la chaleur. Mais non, mais les arbres, ils font de la photosynthèse, ils transpirent de l'air froid, en plus chargé d'humidité, qui tombe vers le sol, qui tombe le long des branches, qui tombe sur tous les lierres, qui tombe sur toutes ces feuilles qui peuvent capter cette eau et la recycler. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'eau que déjà la forêt commence, vous savez, l'eau se diffuse. Et par ces champignons, ces petits glomus et d'autres champignons dont on parlera plus tard, que cette eau se diffuse jusqu'à l'endroit où la forêt prend un immense soin des bébés arbres qui naissent dans les lisières, au milieu des ronces. Que les ronces et le lierre soient à tel point connectés est pour moi le signe que la forêt naissante, que tous les bébés, que le sol de la forêt et le lierre sont un peu le placenta de tous les bébés qui naissent en périphérie de la forêt, ou qui naissent au cœur de la forêt lorsqu'un vieil arbre tombe et qu'une clairière apparaît, et que le lierre se remet abondamment à pousser, que les ronces, les framboisiers s'y remettent. La ronce est la mère du chêne, mais comme toute bonne mère, elle a un placenta qu'elle connecte directement sur les lierres du cœur de la forêt. Ce cordon ombilical qui réunit les grands arbres aux jeunes arbres. Je ne sais plus si ce que je dis est scientifiquement prouvé ou si c'est de la poésie, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la vie. Comme un lieu où tout s'échange et où des êtres prennent grand soin de leur descendance en y amenant tout ce qu'ils ont de plus précieux. Ces arbres mères qui prennent soin de tout ce qu'il y a autour. Et la lisière, c'est justement là où je vis, moi, dans mon jardin. Et si je plantais des pommes de terre juste à côté de mes ronces? Oh, peut-être même dans les ronces, tiens, soyons fous. Pommes de terre, quelles sont les mycorhizes possibles? Glomus macrosporum. Pommes de terre. Sans les arroser, en plein cœur de l'été, pour les récolter à l'automne, à un moment où les pommes de terre ont besoin de beaucoup pousser. Faites l'essai. Juste faites l'essai. Même si vous ne voulez pas le faire chez vous, allez vous récupérer un roncier adossé sur une forêt et allez y enfoncer quelques pommes de terre. Au printemps, vous avez tous les petits rataillons, quelquefois on en a trop, on ne sait plus trop quoi en faire. Allez les semer. Et vous verrez que si à un moment les temps sont durs, vous accepterez de vous glisser sous les ronces pour aller récolter les pommes de terre qui auront poussé et qui sont de toute beauté. Une pomme de terre qui pousse dans un roncier devient grimpante. Et au lieu d'être haute comme ça, elle s'essiole, elle monte, elle s'appuie sur la ronce, elle dépasse la ronce, elle fleurit tout en haut.
tout en haut. J'ai eu des pommes de terre, j'ai vu des pommes de terre de près de 2 mètres de haut. Imaginez la surface foliaire qu'elles peuvent avoir, imaginez la quantité de sucre qu'elles ont pu concentrer dans les tubercules. C'est ce qu'avait planté Antoine, tu t'en rappelles, Manu, dans tous ces tubercules. Alors que j'avais raté les productions dans le jardin parce que trop fatigué, tout était envahi d'herbe et tout ça, il n'y a rien qui avait poussé. Et là, celle-ci, au bon soin de la forêt, avait donné du fruit. Et après, en cherchant toujours dans ma liste, qu'est-ce qui se connecte au glomus à grosse sport? La vigne. La vigne, on va avoir du vin, oui. Tous ces vignerons qui se plaignent que déjà il n'y a plus d'eau, que c'est trop compliqué, qu'ils n'arrivent plus, ils vont tout arracher, ils arrachent tout d'ailleurs. Si ils avaient laissé quelques arbres au milieu de leur vigne, si sur ces arbres ils avaient laissé quelques lierres, tout se serait connecté. Ah oui, mais on ne met pas d'arbres dans les vignes. C'est bien clair que les vignes, si elles ont des vrilles, c'est pour s'accrocher sur les fils de fer. C'est pas pour s'accrocher dans les arbres. J'étais, il y a quelques jours, en Bourgogne. En Bourgogne, autrefois, quand je dis autrefois, c'est dans l'entre-deux-guerres. Je ne parle pas de temps préhistoriques. Dans des temps qu'ont connus des gens qui ont encore vécu dans l'entre-deux-guerres. En Bourgogne, il était interdit d'avoir plus de 400 arbres par hectare. Ça veut dire qu'ils interdisaient qu'on ait plus, mais ça veut dire qu'on avait 400 par hectare. Vite, les photos aériennes là, de ces temps-là, on a des cartographies de photos aériennes là-dessus. Allez les regarder. 2 types de domaines. Tous les grands domaines, tous les châteaux, plus d'arbres. Tout est nu. Tous les petits domaines, toutes les petites parcelles, c'est du bocage, il y a des arbres partout. D'ailleurs, on se demande même si on est dans des vergers ou dans des vignes. 400 arbres par hectare, c'est un verger, c'est un arbre tous les 5 mètres. C'est énorme. Pas plus que ça. Il y avait des arbres partout. Il y avait donc des lierres partout. Il y avait donc cette capacité de capter l'eau. À des temps où il y avait peut-être un petit peu moins besoin d'eau qu'aujourd'hui, mais avec l'eau du lierre, l'eau des arbres, l'eau qui pouvait être captée dans ces lieux-là, eh bien, on pouvait non seulement produire des raisins, mais aussi beaucoup de fruits. Aujourd'hui, pourquoi ne pas replanter d'arbres dans les vignes? À force de pédagogie, à force de l'expliquer, beaucoup de gens qui se disent agroforestiers ont commencé à planter quelques arbres dans leurs vignes. Et certains, parmi des vins fins, ont réussi à faire des choses miraculeuses. Mais non, c'est pas miraculeux, c'est juste de la biologie. Fonctionner comme le vivant, à la façon dont la terre sait vivre. Et lorsqu'elle manque d'eau, elle a plein de phénomènes, plein de moyens de faire revenir de l'eau. Et donc, dans les cahiers des charges, je ne sais pas comment on écrit des charges. En un seul mot. Dans les cahiers des charges, aujourd'hui, on est passé de 0 arbre à 20 arbres par hectare. Alors là, bien évidemment, beaucoup « Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est pas assez, ça ne marchera pas, et tout ça. » Moi, je me suis juste amusé à calculer combien d'arbres on allait devoir planter. Ça fait 200 millions. À 20 arbres par hectare. Donc, enfin, il y a déjà du taf. 200 millions, donc il va falloir les planter, et c'est autorisé dans le cahier des charges.
Il va falloir faire certains, non, avec la mécanisation, ça ne va pas marcher, on va se taper la tête, et puis surtout, ça casse les rétroviseurs des tracteurs, les arbres. Donc, il va falloir faire quelque chose, non, ça ne peut pas aller. Ceux qui ne veulent pas ne le feront pas. Mais ceux qui le font ont cet espoir, quelque part, que l'arbre, dans sa capacité à climatiser les vignes, va faire quelque chose qui sera rapidement visible. Vous voyez, quand il fait trop chaud et qu'on est à Nuits-Saint-Georges, on fait des vins qui font 15 à 16 degrés aujourd'hui, qui ont tellement d'alcool qu'ils n'arrivent plus à maturer correctement et avoir la typicité qu'ils avaient il y a encore quelques années. Juste un petit peu d'ombre, ça leur évitera de couper avec n'importe quoi ou d'y mettre des arômes qu'ils n'ont plus maintenant. L'arôme le plus utilisé, c'est carrément des bouts de bois. On met du bois pour donner un goût de vieux tonneau, alors que ce que la vigne apportait n'est plus là aujourd'hui. Juste quelques arbres. Mais alors, mettre des arbres dans les vignes, ça va créer un autre problème. C'est que tout le monde sait que dans les vignes, dès qu'il y a des arbres, il y a du pourrier. Du pourrier. Pourri. Rien qu'un nom comme ça, déjà, ça devrait vous mettre en alerte. D'ailleurs, vous remarquerez que le ravissant petit campagnol terrestre s'appelle le râteau-pied. La ravissante petite punaise harlequin s'appelle la punaise diabolique. Et maintenant, le pourridier. Le pourridier, c'est quoi? C'est juste un champignon qui décompose le bois. Mais il le décompose tellement efficacement que ce qu'il envoie dans le bois mort pour le décomposer est tellement violent, tellement actif que ça va quelquefois abîmer les tissus vivants. Et donc, ça va décomposer les plantes et la vigne. Ça peut être un peu compliqué d'avoir du pourridier. Ce qui est très troublant, c'est qu'il existe chez nous 2 millions de façons différentes de décomposer du bois. Et que si c'est le pourridier qui décompose nos vignes ou nos arbres fruitiers, c'est qu'on a gagné au loto. Vous voyez, c'est... Un merveilleux chercheur a fait cette étude surprenante que lorsqu'on a un seul champignon dans le sol, il se comporte en voyou. Il consomme tout. Dès qu'on met un deuxième, le dominant attaque le deuxième. Dès qu'on en met un troisième, ils ne savent plus trop s'attaquer mutuellement. Ils restent statiques, ils ne bougent plus. Et dès qu'on en met 4, 5, 10, là, ils se mettent dans un registre très différent qui est celui de la symbiose. Ils commencent à coopérer, comprenant peut-être qu'ils n'auront pas le dernier mot, parce que beaucoup de monde vit là, dans cet écosystème, et que dans la pluralité des façons d'être au monde apparaît la capacité à être tolérant, à accepter que l'autre puisse vivre différemment, avoir d'autres besoins, avoir d'autres sentiments. Et que la symbiose appelle la symbiose. Alors bien sûr, il y a toujours un petit rigolo qui veut faire le kéké et qui va prendre le dessus. Mais plus il y a de monde, moins ça dure longtemps. Et notre pourridier, dès qu'on commence à voir une grande multiplicité d'arbres différents, ne va pas avoir la place que pour lui, parce que chaque arbre va nourrir des plantes à sa façon. Ça va faire des bois différents qui vont se décomposer par des champignons d'une grande diversité. Et puis tous ces arbres donneront des fruits. Rappelez-vous, pour les spores de mes champignons, de mon glomus, ce n'est pas digéré par les oiseaux. Et chaque fois qu'un oiseau va venir d'une contrée un peu lointaine, il va transporter avec lui d'autres champignons qui apporteront de plus en plus de diversité et de plus en plus de paix dans votre potager, dans votre vigne ou dans votre verger. La vie est belle, mais d'une façon que... Lorsque les humains auront passé le stade attention, pourridier, il y a du bois qui va commencer à se décomposer dans le sol.
Alors vous voyez ma parcelle, des lierres, des plantes du rumex et peut-être d'autres plantes capables de capter l'eau, des arbres fruitiers, un verger, des vignes, quelques légumes. On y a mis des patates, mais on pourrait y mettre plein d'autres choses. Dans les interstices entre les arbres, entre les petits fruits, entre les fruitiers et même les grands arbres, autour desquels il y aura des lierres. Et que dans ce système-là, il y a du bois qui va se développer et du bois qui va mourir. Et chaque fois que je vais me retrouver un petit peu trop à l'ombre, je vais tailler les branches, je vais refaire un peu de lumière dans l'espace pour que mes tomates, mes pommes de terre et les plantes ou mes grains de raisin puissent avoir le soleil. Et je vais couper, je vais trogner, je vais émonder, je vais élaguer. Et chaque fois que je vais élaguer un arbre, ou que je vais le trogner, chaque fois qu'un arbre va perdre plus du tiers de sa ramure, il ne va plus pouvoir alimenter ses racines correctement. Pour lui, il va perdre ses petites racines, et quand il aura refait des feuilles, il en reconstruira d'autres. C'est moins coûteux pour lui. Il met toute son énergie là où quelque chose naît, là où des bébés racines sont en train de naître, et laisse un peu tomber les vieilles. Pas toutes les vieilles, celles qui va lui apporter la profondeur et l'eau des profondeurs, celle-ci, il va la conserver. Mais plein de petites radicelles vont disparaître et être digérées par de nouveaux champignons. Et lorsque des champignons digèrent du bois, ils sont obligés de s'entourer d'une pellicule d'eau, car le champignon digère ce qu'il y a autour de lui. Nous, on digère ce qu'on rentre dans notre bouche, on digère le repas qu'on va manger tout à l'heure. Et pour que ce repas passe bien, il va falloir peut-être un petit peu l'arroser, de façon à ce que le suc gastrique puisse arriver jusqu'au morceau de, je ne sais pas ce qu'on mange, un morceau de... et puis arriver à l'hydrater, que les sucs gastriques puissent agir dans un milieu liquide. Ben, les champignons, c'est pareil, sauf qu'ils ne digèrent pas à l'intérieur d'eux, ils digèrent autour d'eux. Donc ils s'entourent d'une pellicule d'eau. Ils savent tellement bien faire circuler l'eau que vous avez tous remarqué que dans une forêt, lorsqu'il pleut, c'est rapidement sec. La porosité du sol forestier, c'est en fait la présence des champignons qui, dès qu'ils voient de l'eau quelque part, vont la diffuser sur tout leur réseau, sur toute leur surface, mais aussi dans toute leur profondeur. Et ça va capter et stocker de l'eau. Et lorsque les champignons commencent à arriver, ces fameux champignons qui décomposent du bois, là, alors là, mais seulement là, notre sol va s'approfondir et va commencer à sentir le champignon et à stocker de l'eau. Dans ma prairie, un peu sèche, un peu aride, sur mon causse, un peu sec, un peu aride, je ne peux stocker que 20 litres d'eau, on dit en millimètres, 20 millimètres d'eau, ou 20 litres d'eau par mètre carré. Donc une épaisseur de 20 mm. Vous voyez, une pluie de 2 cm. Ça, c'est la quantité qui peut se stocker dans le sol de ma prairie sèche calcaire, à côté de la maison, de l'autre côté de la maison. À l'endroit où il y a des arbres, où il y a des lierres, où il y a des fruits, où il y a des vignes, où il y a des légumes, où il y a des choses, et où il y a des arbres qui meurent parce que je les trogne, je les taille, je les coupe, je les émonde, là, en même pas une vingtaine d'années, en fait, mon sol est capable de stocker jusqu'à 80 mm d'eau. 4 fois plus que ce qu'il y avait avant. Vous comprenez que là, l'orage un peu violent de l'été, les 80 mm pourront s'infiltrer. Elles seront gardées, ne ruisselleront pas et n'iront pas directement au fossé
et à la rivière. Vous comprendrez que dans ces 80 mm, il y aura de l'eau pour beaucoup de temps. 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Et ça, c'est juste ce que j'ai fait en une vingtaine d'années de temps. Que d'après des mesures réalisées en d'autres lieux, où des gens ont fait ça bien avant que j'ai commencé, on arrive à des volumes tellement invraisemblables que sur 1 hectare, ça ferait 800 mètres cubes d'eau, et que sur 100 hectares, ça ferait 80 000 mètres cubes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour 100 hectares, c'est une méga bassine. Et que ça, on peut l'avoir uniquement avec des arbres, à condition que les arbres meurent. Que la mort de ces arbres est un cadeau qui est offert pour que toutes les trames d'existence puissent se développer, qui a besoin qu'un arbre meure pour que d'autres puissent vivre, et que la vie est ainsi faite que si on la suit dans son mouvement, elle s'amplifie et s'amplifie encore, jusqu'au point de devenir quoi? Je n'en sais strictement rien. Pour l'instant, juste je m'émerveille que cet été, où il a fait si chaud, dans le jardin, j'ai quelques bananiers que je n'ai pas du tout arrosés et qui, malgré la canicule, ont sorti une nouvelle feuille chaque semaine. Certes, celui qui est à côté de la maison, je vais souvent faire pipi dessus. Lui, je veux bien comprendre. Certes, il y en a un autre un petit peu plus loin, qui n'est pas très loin des tomates, où j'ai quand même mis des zoyas pour les arroser, parce que j'aime les tomates, quoi. Hein, j'arrose mes tomates. Hein. Mais ceux qui sont là, tout en bas, j'ai un merveilleux bananier à feuilles rouges qui est devenu plus haut que moi et que je n'ai jamais arrosé de tout l'été et qui a sorti ses feuilles. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient qu'au milieu du jardin, il y avait même pas un vieil arbre, un jeune arbre. C'était un érable de Montpellier. Non, un érable champêtre. Je dis des bêtises, l'érable de Montpellier, lui, je l'avais carrément coupé. Cet érable champêtre, donc, autour duquel un lierre imposant est venu se développer, et lui, je l'avais étêté, donc trogné. Au-dessus du lierre, il y a un rosier liane, un rosier merveilleux qui a un parfum sublime. D'ailleurs, je fais mon kéfir avec les fleurs de ce rosier. Ça fait un kéfir tout rose, qui sent bon la rose. Je l'adore, celui-là. C'est mon kéfir Barbie. Et au-dessus du rosier, il y a une vigne qu'un ami tout près d'ici m'a donnée d'ailleurs. Une vigne qui normalement doit faire un très bon vin. Pour l'instant, j'en ai pas encore récolté beaucoup, mais ce que j'ai vu, c'est que dans toutes les vignes que j'ai plantées, donc celle qui est juste à côté du vieil arbre, elle a déjà passé au-dessus de l'arbre, et je la laisse un peu s'ensauvager, donc au-dessus de l'arbre, au-dessus du lierre, de l'arbre, du rosier, et la vigne au-dessus. Alors, le rosier n'est pas très content. Donc lui, il refait des grosses branches qui poussent par-dessus. Mais après, la vigne n'est pas très contente. Elle refait des grosses branches qui poussent par-dessus. Et donc, au-dessus de mon lierre, j'ai comme des lasagnes faites de rosiers et de vignes, de couches successives. Et puis le lierre, énorme. Et puis quand même, mon petit érable, il sort quelques branches, comme ça, de temps en temps. Il est toujours là, mais voilà. Et toute l'eau que le lierre capte avec mon glomus, celui qui a ses grosses spores, arrive à la vigne. Celle qui est juste à côté est au-dessus de l'arbre. Celle qui est juste après fait 2 mètres de haut. Celle qui est un petit peu plus basse. Et plus je m'en éloigne, jusqu'à 10 mètres, je vois que mes vignes sont arrosées. Donc ça fait même plus de 10 mètres parce que ça fait 6 vignes. 6 fois 2, 12, jusqu'à 12 mètres, les vignes sont arrosées. Et après, elles se retrouvent dans un endroit un peu plus en difficulté. Un lierre. Juste un lierre au milieu du jardin. Dans une terre où il n'y a pas d'eau, dans une terre où tout est sec, dans une terre où tout est aride. Juste un lierre. Et ensuite, quoi faire? Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui pourraient faire ça? Et là, j'ai ressorti, c'est là que je suis passé de mon petit pistolet qui fait bip, 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 dès que ça condense, à une caméra thermique. Et la caméra thermique, vous regardez, et puis vous voyez des trucs qui se mettent en bleu.
et même en noir. Et là, ça veut dire que c'est froid. Et si c'est froid, si on trouve une feuille un petit peu plus froide là qu'ailleurs, on la touche. Et si c'est très froid, on y met juste les doigts, ou on en sert de nos mains. Et là, on sent comme un petit courant d'air, comme une condensation, comme une douceur qui soudainement touche votre peau. Mais vous ne voyez pas d'où. Parce que dès que l'eau arrive, ces plantes l'absorbent, la rentrent dans leur sève, et le champignon, le glomus, machin truc, la ressort dans le système. Ces feuilles ne sont pas humides, mais par contre, elles captent l'eau. Et devinez sur quel type de plante j'ai retrouvé tout ça. Un petit peu sur les ronces. Mais là, ce n'est pas les idioblastes, c'est les petits poils qu'il y a sous la feuille. Sur les framboisiers, ça marche encore mieux. Les petits poils minuscules qu'il y a sous les feuilles, façon cactus dans le désert. Vous voyez, comme au début. Et pour les idioblastes, eh bien, en fait, quasiment toutes les plantes de Moncos qui ont des feuilles épaisses, qui vivent dans le sous-bois. Le laurier thym, et le laurier sauce marche bien aussi, et même le laurier avec des fleurs, il marche aussi, mais alors, il ne fleurit pas. On ne le laisse pas dans le sous-bois, hein, mais il faut savoir que tous les lauriers marchent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans les terrains plus acides, ce serait le hou. D'ailleurs, une petite étude que nous avions réalisée avec une grande amie que j'ai rencontrée ici, la première fois que je l'ai croisée, Astrid, qui est à Ségur-le-Château. Et Astrid, en fait, on avait remarqué que dans les bois autour d'elle, tous les châtaigniers qui poussaient bien étaient ceux qui avaient un hou à leurs pieds. Et que le hou, eh bien, vous voyez, dans un endroit où les châtaigniers, semble-t-il, meurent, lorsqu'il y a un hou avec, eh bien, le hou capte l'eau et la rentre dans le sol. Qu'est-ce que j'oublie ? Très important, très compliqué. Qu'on n'aime pas du tout, d'ailleurs, parce qu'on les a trop vus. Avec lesquels on fait nos haies dans les jardins. Oui, alors le troène, le laurier cerise. Oh, voilà. Le laurier cerise, c'est un grand champion. Est-ce qu'on va mettre quelques lauriers cerises dans nos bois, dans nos forêts, pour essayer de capter un petit peu toute cette humidité ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un autre qu'on n'aime pas. Oui, le thuya. Ah, quelle horreur, le thuya. Ôtez-moi ça de la vue que je ne saurais en voir. Tellement j'en étais gavé, tellement j'en ai vu. Eh bien, les thuyas sont capables de capter l'eau. Certains thuyas mieux que d'autres. On en a trouvé un au Maroc qui s'appelle Tetraclinis articulata. Alors lui, c'est époustouflant. Vous mettez un tétraclinis et la terre est humide alors que c'est sec autour. Vous sentez la terre. Vous appuyez et il y a de l'humidité qui suinte entre les doigts. Fabuleux. Un autre, le genévrier. Mais le genévrier qui sont chez nous ne sont pas bien adaptés parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de se connecter avec les petits champignons qui vont bien pour faire ça. Et lorsqu'on regarde des genévriers un petit peu plus du sud, celui de Phénicie, le cadier, et puis surtout le genévrier turifère, alors là, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, dans les zones très arides où il pousse, on voit que la terre est très noire. Très noire, parce que très vivante. Elle sent bon le champignon. Si ça sent le champignon, c'est bien qu'il y a de l'eau. Alors que quelquefois, ces plantes sont un petit peu toutes seules au milieu de désert. Vous voyez que plein de plantes sont capables de le faire. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet. J'ai juste ma petite caméra thermique qui me permet de m'approcher d'elles, de les sentir, de les ressentir, de les toucher, de les humer, de sentir le sol, que le sol sente bon le champignon. Et pour moi, le premier critère
qui marque que les champignons vivent, donc ils sont bien hydratés, et donc que la plante est capable de se connecter à l'humidité de l'air, à la vapeur d'eau. Des petits gestes tout simples qu'il vous faut tous apprendre à faire, à reconnaître, à découvrir. Et pour ça, il ne suffit que de toucher, de sentir, de humer, de caresser, de se laisser frôler par les effluves de la forêt. Il y a des métiers bien plus durs que ça. Il y a des moyens. Le jour où nos chercheurs penseront bien à la chose, on aura des moyens très techniques de le faire. Mais pour l'instant, nos sens sont amplement suffisants. D'ailleurs, de quoi a-t-on besoin ? Nous avons rencontré aux portes du désert des femmes qui cultivent la terre. Aux portes du désert du Sahara, dans l'Anti-Atlas, près de Ouarzazate, d'où Manu revient, avec Corridori. Et là-bas, il y a des femmes. Et ces femmes, en fait, sont fortes d'un grand savoir. Et c'est ce savoir-là que je voudrais honorer. Parce que normalement, ce n'est pas moi que vous auriez dû entendre. C'est une autre femme qui s'appelle Geneviève Michon, qui est partie au Maroc et a enquêté dans les communautés de femmes pour apprendre d'elles. Le premier titre qu'elle voulait donner à son livre, et pas le titre qu'a retiré l'éditeur scientifique des choses, c'est de dire que les femmes étaient le dernier rempart contre l'aridité dans les zones où tout s'effondre déjà. Un petit peu comme ma mère veilleuse de l'altiplano. Que les femmes, et qu'est-ce qu'elles ont comme connaissance que nous n'avons pas? Quand je dis nous, les hommes, que nous n'avons pas. Elles ont d'abord cette sensibilité, cette patience, que tout a un temps, que tout s'inscrit dans le temps. Qu'on peut se gorger de pilules, c'est pas ça qui va faire qu'un enfant va se former dans sa matrice. Qu'il y a un temps de conception, c'est-à-dire d'agir avec la terre ou avec quelqu'un que l'on aime, et un temps de gestation. Et cette gestation est ce qu'il nous faut et ce que nous vivons aujourd'hui, et que les mecs, dans leur impatience de vouloir tout faire rapidement, souvent font avorter les plus beaux des projets, parce qu'il faut du temps à la terre pour faire naître des enfants, ces enfants. Et que ce temps-là nécessite aussi une évolution. Un petit embryon ne va pas se développer n'importe comment, il y a des façons de le faire. Geneviève a été étudier une dizaine de communautés humaines dont les femmes ont construit une dizaine d'écosystèmes différents. De par leurs règles, de par leurs traditions, de par leur façon d'être au monde. Et dans leur façon d'être au monde, il n'y a pas qu'une seule façon de faire des bébés écosystèmes. Il y en a 10 façons au moins, qui sont ces façons qu'on va retrouver dans son livre. Donc, attention à la technique, de ne pas reproduire bêtement des choses qui risquent de ne pas être adaptées à vous et à votre lieu. Mais ça commence par des choses étonnantes. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une mort. Nous, on est permaculture, on veut de l'abondance. Il faut qu'il y ait une mort. La mort d'un arbre, la mort de plantes. Et d'ailleurs, on le fait quand on rapporte des matières organiques de l'extérieur qu'on remet chez soi, lorsqu'on met du BRF, qu'on va couper des forêts entières pour faire des BRF dans certains endroits. Voilà. On sait qu'il faut qu'il y ait un truc mort. Et que ce truc mort,
il faut que ce soit du bois. La paille, le foin peuvent faire des choses, mais le bois va faire quelque chose de différent, et c'est moi qui vois les champignons. Je me dis que grâce au bois qui se décompose, d'autres types de champignons peuvent émerger. Mais là déjà, j'y vais de mon fantasme scientifique. Ensuite, il faut de la vie. Il faut nourrir la vie du sol. Et la vie du sol, c'est des petites bêtes. Chez elles, c'est souvent des termites, un peu plus en altitude des fourmis. Encore plus haut en altitude, c'est les vers de terre, comme chez nous. Chez nous, c'est les vers de terre. Et un ver de terre, c'est une bête. Eh bien, ça mange. Et ça mange quoi, un ver de terre? Les champignons, tout ça, mais pour avoir les protéines qui vont faire sa matière, il faut qu'il mange des légumineuses, des protéines. Et donc ces femmes, à l'endroit où il y a un petit peu de bois qui se décompose, à l'endroit où il y a un petit arbuste en assez mauvais état, elles vont y semer des graines de légumineuses. Plein de graines. Pas n'importe quelle graine, pas un mélange avec n'importe quoi. Chaque lieu a sa propre légumineuse qui pousse spontanément. Et pour nous, pour le savoir, quelles sont celles que l'on va utiliser pour commencer à développer de nouvelles forêts dans nos terres arides, ce sera juste d'observer les légumineuses qui poussent et de se connecter à quelques personnes passionnées qui savent quelles plantes manger pour que de ces plantes sauvages puisse aussi naître une ressource pour les quelques humains qui vivent dans ces milieux compliqués. Des légumineuses. Et il en faut beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et pendant plein d'années. Et tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'insectes dans le sol, tant que le sol ne deviendra pas moelleux sous les pieds, c'est pas la peine d'aller plus loin. Même pas la peine de penser aux arbres. Les premiers arbres qui vont pousser vont être aussi différents selon les lieux. Vous vous rappelez, en altiplano, il y avait cette fameuse plante qui vit dans le sel, de la famille des épinards, la famille des... Eh bien que cette plante, elle existe aussi dans le Sahara. Et que si c'est trop salé, c'est cette petite plante qu'ils vont rajouter, en plus des légumineuses. Et puis que si le sol est vraiment trop pauvre, on va y mettre des crucifères. Vous savez, ces plantes qui fleurissent abondamment. Mais si on y met des crucifères, c'est pas pour faire de la matière organique ou je sais trop quoi. C'est parce qu'elle fleurit. Elle fleurit jaune. Et si elle fleurit jaune, elle attire des insectes de très loin. Et si elle attire des insectes de très loin, c'est plein de vie qui vont venir. Et chaque insecte aura dans ses intestins un petit peu de matière à excréter, sous forme de petits caca, qui vont fertiliser le secteur. Et qu'il faut attirer des insectes et des insectes. Et vous remarquerez que dans beaucoup de déserts, dès que tout s'est effondré, c'est les plantes à fleurs qui dominent pour que les insectes viennent y vivre et viennent y recycler l'essentiel de ce dont les plantes vont avoir besoin pour se développer. Et derrière les insectes vont commencer à venir les oiseaux, d'abord pour les prédater. Et les oiseaux sont le signal que l'on peut commencer à y mettre des arbres. Et les premiers arbres qu'elles vont y mettre vont être là-bas, le vachélia. Et le vachélia, c'est une légumineuse, un arbre très piquant qui fait une photosynthèse très très froide et qui est plein d'idioblastes, capable de capter l'eau par ses idioblastes, par ses piquants, par ses téguments et rentrer ça dans le sol. Et quand le vachélia va commencer à s'implanter, il est simplement semé, elles y rajoutent un peu de toute la diversité de ce qui fait un écosystème partagé entre les bêtes qu'elles élèvent, les bêtes sauvages qu'elles appellent, car ce sont elles qui savent construire les écosystèmes, et les humains qui vivent là. La Terre, les humains, ensemble, dans une même histoire, dans une même narration, où la vie devient de plus en plus généreuse, alors que tout s'effondre, il y a ces femmes qui ont ces connaissances, qui ont ce savoir, qui sont nos mères
veilleuse. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est justement que ma propre relation, moi qui ai été élevé de façon très patriarcale, que mon propre regard est en train d'évoluer grâce à vous, mesdames, grâce à ce que vous faites ici et en d'autres continents. Et que ça, pour moi, c'est un grand espoir, de passer des formes d'agriculture un petit peu trop techniques à quelque chose de plus intuitif, dans lequel, bien sûr, on a peur, bien sûr, on ne sait pas ce que ça va donner, bien sûr, on va être anxieux, bien sûr, il y a des tas de problèmes. Quand vous avez porté ou quand vous portez vos enfants, vous vivez ça également, que vous n'êtes pas à la hauteur et tout ça. Et pourtant, ce temps, il est là, il se fait, et la terre, la vie, sait gérer tout ça. Je fais plus confiance en la vie que confiance aux humains. Et aujourd'hui, je fais plus confiance aux femmes qu'aux hommes comme moi, qui ont rêvé d'un monde technique, qui aujourd'hui a montré sa limite. Voilà, la vie est belle. Merci à vous toutes, et aussi à vous tous. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle.